Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de 15h. Voici les principaux titres. Toujours Adalou, rencontre entre le chef de l'État et les sages Oukal et notables du village d'Adalou. C'était lors de la cérémonie d'hier. Et page santé, l'OMS s'inquiète de la propagation du virus Zika sur les continents latino-américains. Bonjour et merci de nous rejoindre. Une ambiance de fête avait marqué hier l'arrivée du président Ismaël Omar Guelleh à Adalou pour inaugurer la mini-centrale solaire ainsi qu'une enceinte sportive. La population de la région de Tadjoura s'est fortement mobilisée pour se rendre à Adalou et aller au-devant du chef de l'État. Hommes, femmes ne voulaient pas rater l'événement. Adalou, qui est chargé d'histoire, a été autrefois la capitale de la région de Wehima et bénéficie d'un climat froid. Cette région estivale attire d'ailleurs beaucoup de vacanciers durant l'été. Elle est désormais électrifiée grâce à la construction d'une mini-centrale solaire produisant quelques 100 kVA. Tous les villages se trouvant aux alentours d'Adalou bénéficieront également de ce courant électrique. La plateforme sportive inaugurée également enthousiasmera les jeunes d'Adalou et des villages environnants. Après le sultanat de Tadjoura, la tournée présidentielle se poursuivra à As'ila dans le sultanat de Gobaad. Ainsi, les engagements faits par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, sont ainsi tenus.
cadaylo af iyo halkanba waa halkaan iman jiray inkastoo isku mid ahayn dhulka intaan soo socdo dhan wuu cajabiyey xoog buu cajabiyey cadaylo afnada waa halkaan iman jirayba awalba yaa cadaylo anu way cajabiyey dhulka siduu dekada tahay. Et en marge de la cérémonie d'ouverture de la mini-centrale solaire dans le village estival d'Adaïlou, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a rencontré les sages, les notables et les okals de ce village. Le chef de l'État a écouté longuement les doléances des sages du village et ensuite il leur a manifesté leur soutien dans les prochaines élections présidentielles d'avril prochain. Et à la fin de cette rencontre, les sages du village d'Adaïlou ont imploré Dieu pour que la paix et la stabilité règnent dans notre pays. Une prière collective et une fatiha pour terminer la réunion et le tête-à-tête avec le chef de l'État. Toujours en nouvelle nationale, le secrétariat d'État à la solidarité nationale a officiellement lancé dimanche dernier à Andoli, dans la région d'Obok, les activités d'enregistrement du programme de solidarité famille pour quelques 140 bénéficiaires. L'objectif de ce programme est de toucher le maximum de personnes nécessiteuses ayant besoin de la solidarité de l'État. Ce programme vise aussi à inciter d'autres ministères tels que le ministère de la Santé ou encore celui de l'Éducation dans la poursuite de cette noble initiative afin qu'elle ait un plus grand impact au sein de la société civile. La secrétaire d'État a été accueillie à son arrivée dans le village, la localité de Andoli, au nord de la région d'Obok, par les responsables de la région, notamment du préfet Hassan Dabali Ahmed, du président du conseil régional Ali Ahmed Hassan, ainsi que des sous-préfets et des responsables locaux de la localité d'Andoli. Nous avons voulu commencer par là parce que c'est la première sous-préfecture à la Lidada et touchée tout d'abord par ces projets du PNCF, Programme National Solidarité Famille, qui a été lancé par le président de la République à Demerjog. Ce programme national de solidarité famille touche les familles les plus vulnérables, donc surtout les femmes. Surtout ces programmes touchent surtout les femmes. Donc va à l'endroit de femmes et des familles les plus vulnérables. 140, comme le disait Madame la ministre, sont touchés à Andoli. Il y aura encore, aujourd'hui c'est le dimanche, cette semaine, toutes les équipes qui ont été recrutées dans le cadre de ce projet vont sillonner la sous-préfecture de la Lidada. Donc Andoli, ensuite Bissidiro, il y aura la Lidada jusqu'à Adgueno. Le programme va commencer, va toucher jusqu'à Adgueno et je pense que c'est un grand projet. Écoutons à présent les explications de la secrétaire d'État à la solidarité nationale, Zahra Youssouf Rayad, concernant le lancement de ce nouveau programme national de solidarité et famille qui s'étendra sur tout le territoire national. Nous l'écoutons. Nous sommes venus aujourd'hui à Andoli, dans la sous-préfecture de Alaïdada, avec le préfet de la région, le président du conseil régional, le député, et nous sommes très heureux de lancer aujourd'hui l'activité d'enregistrement des bénéficiaires du Programme national de solidarité famille que le président de la République a officiellement démarré le 7 janvier à Damerjog. Dans le cadre de ce programme, 140 bénéficiaires sont déjà identifiés dans cette localité d'Andoli.
À partir d'aujourd'hui jusqu'à demain, l'enregistrement avec les équipes du programme va se poursuivre et nous espérons très rapidement, dès la semaine prochaine, remettre les cartes de bénéficiaires et démarrer le premier transfert monétaire pour chaque famille bénéficiaire. Il y a également le programme de sensibilisation que nous espérons démarrer aussi avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Mais d'ores et déjà, nous sommes très contents parce qu'on voit qu'il y a énormément de mobilisation de la part de la communauté, de la part des autorités locales, pour que le programme se déroule comme il faut. Nous sommes vraiment dans la planification, le respect de la planification est déjà là et nous sommes encouragés à poursuivre davantage, même si les conditions sont un peu difficiles dans les zones reculées. L'objectif du programme, c'est de toucher le maximum de personnes nécessiteuses qui ont besoin de la solidarité de l'État, mais aussi d'inciter les autres ministères comme la santé, le ministère de l'Éducation, à œuvrer avec nous pour renforcer l'impact positif de ce programme. Toujours aux nouvelles du pays, un atelier de formation sur la détection de problèmes auditifs chez les enfants s'est ouvert hier à la salle de réunion de l'hôpital général de Pelletier. Cette formation organisée conjointement par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et le ministère de la Santé a vu la participation des directeurs des écoles de la capitale. Elle vise à outiller les chefs d'établissement des écoles primaires à déceler rapidement les déficiences auditives chez les enfants dans les écoles. Animée par Dr Saad Abdullahi, chef de service ORL à l'hôpital Pelletier et son équipe, elle a permis entre autres aux participants de diagnostiquer rapidement un élève qui présente une déficience auditive en classe et la démarche à suivre pour un traitement de ce problème par les spécialistes de la santé. Dr Jama, le secrétaire d'État à la solidarité de Mme Zahra Kayad, qui a beaucoup participé aussi à nous donner des appareils auditifs de façon volontaire et consciente et vraiment participatif, qu'on a pu appareiller dans la région de Sagalo et d'Eralaf. Et donc c'est un travail multisectoriel où plusieurs ministères travaillent. En premier lieu, l'éducation pour faire les diagnostics et les dépistages d'équipes techniques. L'éducation qui va offrir avec ses enseignants pour faire ce qu'on appelle le diagnostic de pré-tests. Donc les enseignants ont un rôle très important dans les écoles. Dès qu'un enfant sera diagnostiqué ou suspecté qu'il a un problème auditif, il va nous adresser pour nous pour faire le diagnostic et à partir de là, on pourra appareiller. Page nécrologie pour clore l'actualité nationale. C'est avec beaucoup d'émotion et de tristesse que nous avons appris aujourd'hui le décès survenu jeudi à Djibouti de Abdelrahman Hassan Rakhis, membre de la troupe 4 mars, notamment musicien. Il était né en 1960 à Djibouti et il laisse derrière lui une épouse et 3 enfants. Les artistes djiboutiens présentent leurs sincères condoléances en ce douloureux moment et prient le Tout-Puissant d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et en nouvelles du monde à présent, le virus Zika inquiète sérieusement le monde médical. L'OMS a publié hier un communiqué indiquant que 21 pays sur 55 du continent latino-américain sont déjà touchés par l'expansion du virus. Cette maladie est transmise par un moustique femelle, l'anophèle à peau zébrée ou tigre, le même moustique qui transmet déjà les épidémies de la dengue et du chikungunya. Hussein Aoulad nous en dit plus. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète de la propagation du virus Zika sur le continent américain. Dans une déclaration faite hier, Margaret Chan, la directrice générale de l'OMS, a confirmé l'expansion rapide du virus à de nouvelles zones géographiques. Le virus est déjà présent dans 21 des 55 pays du continent américain. Ce virus, lorsqu'il touche une femme enceinte, est soupçonné de provoquer des malformations du fœtus qui risque de naître avec une petite tête. Le lien de cause à effet entre l'infection du Zika durant la grossesse et la microcéphalie n'a pas encore été établi. A insisté Margaret Chan, c'est au Brésil que la situation est la plus préoccupante, avec plus de 3000 cas de microcéphalie enregistrés l'an dernier chez des nourrissons. Le ministre brésilien de la Santé a reconnu la semaine dernière que son pays faisait face à une véritable épidémie. Le virus circule notamment via une catégorie de moustiques. Les autorités mènent donc des actions de sensibilisation auprès des habitants pour qu'ils évitent de séjourner dans les zones où prolifèrent ces moustiques.
Et enfin, afin de contrer l'afflux massif des réfugiés et d'exilés venant essentiellement de Syrie, les 28 ministres de l'Intérieur des pays de l'Union européenne vont renforcer les contrôles aux frontières et les expulsions. Commentaire de Hamza Mohamed. Les 28 ministres de l'Intérieur évoquent la possibilité de prolonger de 2 ans les contrôles aux frontières internes de l'espace Schengen. Cette option existe au sein de la zone de libre circulation en Europe. Cette procédure est cependant longue à mettre en œuvre et délicate d'un point de vue politique. Mais le secrétaire d'État néerlandais chargé de la justice et de la sécurité a rappelé l'ampleur de la crise migratoire. Lors de cette rencontre informelle, les ministres ont aussi demandé à Athènes de mieux contrôler sa frontière avec la Turquie. L'Autriche avait même menacé d'exclure provisoirement la Grèce de l'espace Schengen. Le ministre grec chargé de la migration rejette toutes les accusations d'inaction ou de retard à l'encontre de la Grèce. Inas Mouslas demande d'ailleurs à ses partenaires européens de fournir l'aide promise à Athènes pour répondre à ses obligations. C'est la fin donc de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous. Nous nous retrouvons dans quelques instants avec le focus de l'après-midi. Fardous Hussein sera là. Rebonjour et heureux de vous retrouver encore une fois pour cette page focus avec Fardous Hussein. Bonjour Fardous. Bonjour. Donc dans un premier temps, vous nous parlerez du Danemark qui se prononce aujourd'hui sur une réforme controversée du droit d'asile. Tout à fait, Ahmed, une réforme qui prévoit notamment la confiscation des liquidités des migrants et de leurs effets personnels, excepté des objets sentimentaux tels que les alliances. Cette réforme qui a le soutien du gouvernement libéral et de son allié anti-immigration, le Parti populaire danois, mais aussi des sociaux-démocrates aux grandes dames de certains manifestants, notamment à Copenhague. Quand vous saisissez des objets aux réfugiés, l'impact est symbolique, est énorme. Il suffit de lire le projet d'écoute, les ministres. Cela fait penser au camp de concentration allemand. Copenhague veut également porter à 3 ans le délai avant lequel le regroupement familial est ouvert aux demandeurs d'asile. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés a dénoncé un projet susceptible d'alimenter la peur et la xénophobie. Donc, dans un second temps, vous allez nous parler de ce Britannique, notamment Henry Worsley, qui meurt d'épuisement en essayant de traverser à pied l'Atlantique. Donc, c'est un fait divers, c'est une page insolite. C'est surtout très triste vers la fin. Une traversée de 1600 km en solitaire, sans assistance, qu'a dû abandonner l'explorateur britannique à 48 km seulement à l'arrivée. Pour rappeler les secours, vendredi, il a été hospitalisé au lendemain à Punta Arenas, à l'extrême sud de la Chili. Le patient a été admis à un stade très avancé à péritonite, explique le docteur de la clinique. Il a eu ces symptômes durant 4 jours environ. L'assistance médicale dont il a bénéficié était adaptée, mais son évolution, le pronostic était inquiétant. Le prince William a fait part de sa tristesse après la disparition de cet ancien colonel qui avait contribué à l'une de ses œuvres de charité. Le projet Worsley était de compléter la traversée inachevée l'Antarctique de l'explorateur Ernest Charleston en 1915. L'exploit aurait constitué, selon les organisateurs, la première traversée à pied en solitaire sans assistance du continent blanc. Donc bravo à lui, dommage qu'il ne s'en soit pas sorti. Nous lui souhaitons un très bon rétablissement. Donc merci Fardous pour toutes ces précisions. C'était la page Focus. Merci à vous de nous avoir suivis et excellent après-midi à toutes et à tous.